Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Donc pour rappel, cette chaîne parle bien sûr des grands sujets géopolitiques et donc chaque soir j'essaye de sélectionner des grands sujets géopolitiques et de les analyser. Donc si des thèmes géopolitiques vous plaisent, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne et à me laisser également des commentaires sur des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde sur cette chaîne. Ce soir, comme certains d'ailleurs me l'avaient proposé, je vais aborder la question libyenne, car il y a eu d'importants développements au cours des derniers jours et j'aimerais vraiment en parler car ils sont significatifs. En effet, il y a eu un vendredi donc l'annonce par la représentante des Nations Unies sur la question libyenne, Stephanie Williams, de la mise en place d'un gouvernement intérim en Libye. Et c'est une information très importante, car ce gouvernement intérimaire va avoir pour mission en fait de conduire le pays jusqu'aux élections générales, présidentielles et parlementaires prévues le 24 décembre prochain. Et donc, on va voir dans cette vidéo quels sont les défis qui attendent justement la Libye jusqu'à la tenue éventuelle de ces élections le 24 décembre prochain. C'est tout l'objet de cette vidéo. Donc vendredi, Stephanie Williams, la représentante des Nations Unies en Libye, a donc annoncé la mise en place d'un gouvernement intérimaire. En effet, Stephanie Williams a donc décidé de procéder en fait de la façon suivante. En fait, elle a mis en place un forum de dialogue libyen qui est composé de 72 personnes qui sont censées être les personnes les plus représentatives du pays et qui prennent en compte toutes les spécificités du pays. Donc, du fait que en fait, ce pays a des spécificités culturelles, que ce soit du fait de sa composition historique, avec trois grandes régions historiques, qui sont la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan. Et justement, parmi ces 72 personnes, vous avez des personnes qui viennent justement de ces trois contrées géographiques, justement, pour qu'ils soient le plus représentatifs. Et ces 72 personnes, donc, ont été appelées à voter vendredi pour nommer justement le gouvernement intérimaire. Et donc, il en est résulté un de cette élection qui s'est déroulée de façon la plus transparente possible pour qu'elle soit la plus incontestable et la plus légitime possible. Et il en a résulté donc un conseil avec des personnes potentiellement peu connues, voire même inconnues du grand public. Et finalement, c'était intéressant de voir que les grandes figures politiques libyennes ont été écartées en fait, que ce soit Aguila Saleh du côté de l'administration de Tobrouk, qui était, disons-le, la personnalité politique la plus éminente, du fait qu'il était le chef du Parlement de Tobrouk et, le principal soutien en fait au maréchal Haftar. Et du côté du GNA, donc du gouvernement international recommandé de Tripoli, c'est Fatih Bachaga, qui était donc pressenti justement pour devenir le nouveau Premier ministre libyen, ou peut-être Saleh Namrouche, qui est l'actuel ministre de la Défense du gouvernement du GNA. Et ben ni Fatih Bachaga ni Saleh Namrouche n'ont été élus donc au poste de Premier ministre. Donc on voit que toutes les grandes figures à la fois de ces administrations respectives de Tripoli et de Tobrouk ont été donc rejetées par les électeurs, peut-être parce que justement, à leur goût, elles sont trop controversées, peut-être elles souhaitent justement des hommes politiques qui ne sont pas aussi peut-être controversés qu'eux, et donc ont voulu justement pour que ce processus aille à son terme et soit mené par des personnes en politique qui n'ont jusqu'à là peu trempé ou qui ne sont pas connues pour des positions controversées, et c'est donc elles qui vont mener ce gouvernement jusqu'aux élections. Donc très clairement, leur tâche est de mener le pays aux élections. Donc le prochain Premier ministre qui gouvernera la Libye sera Mohamed Bébé, donc lui sera le Premier ministre. Et en fait, il y aura aussi un conseil présidentiel qui chapeautera aussi la conduite du gouvernement. Et justement, le conseil présidentiel aura cette
spécificité, en fait, et c'est bien là où les Nations Unies, c'est le point ont voulu mettre en l'institution, spécifiquement pourquoi les Nations Unies ont voulu mettre en place ce conseil présidentiel, parce qu'il va représenter en fait toutes les trois grandes régions de Libye. Donc on aura un conseil présidentiel avec trois membres, trois personnes venant de chaque contrée, des grandes contrées de Libye, Fezzan, tripolitaine, cyrénaïque, et le chef du conseil présidentiel, lui, sera originaire de l'Est. Il s'agira de Moabdul Majid Al-Menfi, qui présidera le conseil présidentiel, donc, et le premier ministre, ça sera comme j'ai dit, Abdul Hamid Beba, qui lui est originaire de Misrata. Donc on voit en fait qu'il y a une sorte d'équilibre des pouvoirs dans le sens, ou plutôt équilibre des pouvoirs entre régions. Donc on voit à la fois, donc on a un premier ministre qui vient de l'ouest libyen, de Misrata, plus précis. La ville, c'est la ville qui a fourni en fait le plus de soldats dans les combats. Donc c'est Misrata, c'est vraiment, si vous voulez, le symbole des combats de la ville qui a payé le plus lourd tribut probablement, non seulement déjà en 2011 dans la guerre pour le renversement du maréchal du colonel Kadhafi, mais également au cours de la guerre sur Tripoli. Ce sont les combattants, notamment la milice de Misrata, qui a défendu le plus âprement possible Tripoli. Et donc, en quelque sorte, on a voulu mettre un homme de Misrata comme pour montrer en exemple pour la bravoure de tous ces milices de Misrata. Donc ça, c'est pour le Premier ministre. Je rappelle, Abdul Mahid Beba. Et du côté donc de l'Est, Abdul Hamid El-Menfi, qui lui aussi est un personnage assez peu connu dans l'Est libyen. Et donc lui sera le chef du conseil présidentiel. Donc on voit en quelque sorte, le but est vraiment qu'en quelque sorte, tout ce qui n'a pas marché jusqu'à là, que ce soit les accords de Skirat ou les accords de Berlin, en fait, les Nations Unies, par la voix de Madame Stephanie Williams, ont essayé vraiment d'arriver à la conclusion de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Et justement, à leur goût, sans doute, on avait mis en place trop des gouvernements, disons, avec des personnalités beaucoup trop ancrées régionalement et qui n'ont pas assez de vision nationale. Par exemple, après les accords de Srirat, je rappelle que le gouvernement de Fayez al-Sarraj n'avait pas obtenu le vote de confiance du Parlement. Et donc, finalement, il avait pris le pouvoir, si vous vous rappelez, Fayez al-Sarraj, sans vote de confiance. Et justement, on veut éviter d'en arriver à cette situation, et c'est bien pour ça qu'on a essayé de faire un gouvernement le plus large possible, le plus représentatif possible, pour que, contrairement au gouvernement du GNA de Fayez al-Sarraj, qu'il obtienne un vote de confiance. Car en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que Mohamed Beba, ou Abdulhamid, Beba, va devoir former un gouvernement et qui devra donc être ensuite présenté devant le Parlement et obtenir la confiance du Parlement. Et donc, on veut absolument, encore une fois, éviter justement ce qui s'est passé après les accords de Skirat, c'est-à-dire absence de vote de confiance pour le gouvernement et que le gouvernement entre en fonction malgré ceci. Et donc, ensuite, après, vous avez deux administrations rivales qui ne se reconnaissent pas, puisque l'une dit vous n'êtes pas légitime, vous n'avez pas obtenu le vote de confiance, et l'autre dit écoutez, on a eu un accord international qui en fait reconnaît notre légitimité. Donc on voit très très bien un petit peu donc on veut éviter en fait la répétition de ce qui s'est passé avec les accords de Skirat, et donc là très clairement on espère avec justement les Nations Unies espèrent qu'il y aurait un vote de confiance du gouvernement de Abdul Hamid Beba, mais rien n'est moins sûr. Et justement, les Nations Unies, par la voix de Stephanie Williams, disent très clairement que s'il n'y a pas de vote de confiance de M. Beba, à ce moment-là, ce sont le forum de dialogue libyen, ces 72 représentants dont j'ai parlé, qui auront le pouvoir d'installer un nouveau gouvernement si besoin. Donc en fait, l'accord qui est prévu, la feuille de route qui est prévue jusqu'aux élections, c'est de dire on espère donc que en fait, le monsieur de Beba obtienne la confiance. S'il n'y a pas la confiance, à ce moment-là, ce sont les 72 personnes qui qui conduiront cette politique et nommeront une personne autre que monsieur de Beba
En tout cas, on se prépare également du côté des Nations Unies à, à un éventuel échec de nomination de M. Beba, même si justement on a tout fait pour qu'il n'y ait pas cet échec en faisant un gouvernement à la fois le plus représentatif possible, en prenant des figures de, si je peux parler de cette expression, de bas profil, c'est-à-dire sans être méchant, mais c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas non plus un grand passé politique, qui n'ont pas de, n'ont pas ne sont pas liés à des décisions controversées. Donc on voit des personnalités assez neutres, assez ternes, mais justement c'est bien là ça le but, c'est plutôt des personnes qui devront juste gérer pour un an, et en plus elles n'auront pas le droit de se présenter elles-mêmes aux élections de décembre. Donc en fait leur but très clair c'est de dire vous êtes juste un gouvernement intérimaire qui ont pour tâche de mener donc aux élections. Donc voilà, après avoir dit ça, quels sont en fait les grands défis maintenant qui attendent ce gouvernement? Donc déjà, comme on a dit, la question de confiance, est-ce que le gouvernement va avoir la confiance du Parlement? Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, est-ce que les troupes étrangères vont finalement quitter ou non la Libye? Car je rappelle que l'accord de Genève du 21 octobre 2020, qui prévoit un cessez-le-feu permanent en Libye, prévoit justement qui avait prévu que dans les 3 mois qui suivent cet accord, les troupes étrangères se trouvant sur le sol libyen devaient partir. Or, ces 3 mois ont expiré puisque donc 20 octobre, 3 mois plus tard, ça arrive évidemment, cela veut dire le 20 janvier. Or, le 20 janvier, les mercenaires russes du groupe Wagner n'ont toujours pas quitté le territoire libyen, ni même les troupes turques, ni même les soldats syriens, ni même certains mercenaires tchadiens, soudanais. Donc on voit la Libye est toujours en fait a toujours des mercenaires étrangers sur son territoire. C'est bien là en fait aussi le gros problème de la Libye, c'est que c'est un territoire elle est victime en fait d'une guerre par procuration entre différentes puissances, que ce soit d'un côté les Émirats arabes unis, l'Égypte, la France, la Russie, et de l'autre la Turquie, qui bec et ongle veut justement contre toutes ces puissances maintenir le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli. Alors justement, on rappelle que toutes ces autres puissances que j'ai mentionnées, Égypte, Émirats arabes unis, France, Russie, eux soutiennent l'administration de Tobrouk et ont donc donné tous les armes possibles à l'armée nationale libyenne, conduite par le maréchal Haftar, pour justement prendre le pouvoir à Tripoli et donc gouverner l'entièreté de la Libye. Ceci n'a pas réussi, on le sait, en juin au cours de l'année 2020, les forces militaires du GNA aidées décisivement, de façon décisive par la Turquie, ont repoussé toutes ces mercenaires russes, tchadiens, soudanais, justement dans la partie orientale, et donc on conquit toute la partie, on va dire, plus occidentale de la Libye. Donc voilà, en fait, et c'est ça maintenant le principal challenge, c'est le principal défi, c'est de maintenir cette stabilité qui, depuis le mois de juin, tient. Il n'y a plus de bombardements sur Tripoli, il n'y a quasiment plus de combats au sol, autant qu'on sache. Et donc justement, c'est ça maintenant le principal conflit, c'est que le conflit ne reprenne pas, qu'il n'y ait plus d'hostilité. Il semble qu'il y ait désormais les deux acteurs majeurs de ce conflit, les deux puissances externes qui contrôlent le mieux la situation en Libye, à savoir la Turquie et la Russie, semblent s'être mis d'accord au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire entre messieurs Erdogan et Poutine, justement pour qu'il n'y ait pas de violation de ce cessez-le-feu permanent, à savoir que chacun garde en fait les positions qu'il a acquises au cours des dernières années et que donc en fait les positions restent figées. Par ailleurs, il y a aussi un volet, un angle économique à ce cessez-le-feu, puisqu'en fait, l'accord de Genève avait prévu la reprise de la production pétrolière, chose faite, puisque je rappelle qu'entre janvier 2001 et octobre 2020, un embargo, si on peut dire, un blocus pétrolier avait été mis en place par le maréchal Haftar, empêchant en fait la production pétrolière, ce qui avait ruiné en fait, ce qui a ruiné en fait l'État libyen.
sans vouloir entrer trop dans les détails, aujourd'hui, on est dans une situation de détresse économique totale, hein. Les Libyens ne peuvent retirer, juste pour information, que 105 dollars par semaine, ou par mois, pardon, 105 dollars par mois. C'est dire la gravité de la situation. Tout ceci dû justement au blocus pétrolier mené entre janvier et octobre 2020 par le maréchal Haftar, qui a eu d'ailleurs au passage plus d'effets d'ailleurs dans l'Est libyen, dans son bastion de l'Est libyen que dans l'Ouest, qui justement, puisque justement la société pétrolière, elle se trouve dans l'Ouest libyen et donc a mieux résisté que dans l'Est et a pu quand même payer les fonctionnaires, etc. Alors que dans l'Est, on n'a pas pu payer les salaires des fonctionnaires. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, la production pétrolière a pu reprendre totalement et même atteint des niveaux très très élevés, plus de 1 million de barils par jour, ce qui permet quand même, avec un prix de niveau de baril du Brent qui se situe à ma connaissance autour de 58 dollars au cours des derniers jours, ce qui permet quand même, malgré ce qui s'est passé au 8 des derniers mois, d'entrer quand même d'importantes devises étrangères et d'essayer de rattraper, si j'ose dire, le temps perdu entre janvier et octobre 2020 avec cette absence de production pétrolière. Et donc on voit qu'aussi cette question de l'angle économique est aussi très importante, car en fait, tout ceci, si les revenus pétroliers entrent en Libye, l'État peut payer les salaires des fonctionnaires et ceci peut permettre aux gens de reprendre une activité normale sans que justement on recourt aux milices, qui est sans doute aujourd'hui le principal pourvoyeur d'emploi en Libye. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, hein, sur tous ces accords, l'accord sur le gouvernement intérimaire en Libye. On voit, hein, la situation est complexe en Libye, elle est complexe, il y a beaucoup d'acteurs impliqués en Libye, et donc il faut rester prudent. Certes, on peut exprimer un optimisme après après la désignation des membres de ce gouvernement, du Conseil présidentiel. Mais toutefois, comme on l'a vu dans le passé avec les accords de Skhirat en décembre 2015, qui ont été violemment, ont été dénaturés seulement quelques mois après avec la non-nomination de Fayez al-Sarraj. Ensuite, on a eu les accords de Berlin en janvier 2020 qui prévoyaient un embargo sur les armes, et comment on a vu comment il a été violé, que ce soit par les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Turquie, la Russie et la France. On peut évidemment être encore toutefois sceptique sur si la Libye va réussir à tenir son calendrier électoral, élection présidentielle et parlementaire en décembre 2021. Et donc, il faut rester évidemment extrêmement prudent sur la suite des événements en Libye.